Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de l'innovation. Je m'appelle Charlotte Duval et je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Et donc chez LMT, notre mission, c'est de susciter et d'accompagner les projets d'innovation des entreprises sur le département de la Mayenne. C'est pourquoi nous vous proposons ce rendez-vous mensuel tous les deuxièmes mardis du mois, donc soit en visio avec un webinaire de l'innovation, soit dans nos locaux avec une matinée de l'innovation. Pour le confort de toutes et tous pendant le webinaire, je vous invite à couper vos micros. Vous pourrez le rallumer au moment des questions-réponses. Pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat pour partager vos questions ou commentaires. Je me chargerai de les remonter à notre intervenant de ce matin. Par ailleurs, ce webinaire est enregistré et si vous laissez allumer votre caméra, nous ne serons pas en mesure de cacher votre image dans le replay. Donc, pensez à bien éteindre votre caméra si vous ne souhaitez pas que l'on vous voit. Ce matin, nous allons parler de données, de data, d'intelligence artificielle et surtout d'exemples d'usage de ces ressources et technologies par des entreprises au service de leur performance. Sans plus attendre, je laisse la parole à Stéphane Langlais qui animera ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer. Donc, comme l'expliquait Charlotte, je m'appelle Stéphane Langlais, donc je suis chargé d'accompagnement des entreprises au sein de Laval Mayenne Technopole, et donc je vais vous accompagner durant cette prochaine heure. Et donc, comme l'expliquait également Charlotte, nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la donnée, de la data, puisqu'on voit que ça constitue de formidables opportunités pour les entreprises, mais également beaucoup de questionnements. Et en fait, ce webinaire, il fait suite à une initiative qu'on a lancée l'année dernière au sein de Laval Mayenne Technopole. C'est une enquête qu'on a menée auprès de plus d'une centaine d'entreprises de la Mayenne et de territoires limitrophes pour mieux comprendre où en étaient les entreprises sur ce sujet, comment elles exploitent aujourd'hui leurs données, quels sont les freins qu'elles peuvent avoir et quels sont les projets qu'elles ont en tête pour la suite. Et donc cette première phase de travail a été complétée par la lecture de nombreuses études. Et là, très prochainement, on va sortir le rapport de cette étude qu'on a menée donc depuis maintenant près d'un an. Donc si vous êtes intéressé pour recevoir cette étude, n'hésitez pas à nous l'indiquer, à nous envoyer un mail. On se fera un plaisir de vous envoyer ces informations. Voilà, donc aujourd'hui, on va aborder ensemble le sujet de la data et de l'intelligence artificielle. Pour cela, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je puisse vous apporter quelques définitions importantes pour bien cerner le sujet. Puis derrière, je vais vous parler un peu de l'historique de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre où on en est aujourd'hui. Et je vais vous présenter donc différents cas d'usage d'IA dans le monde de l'entreprise. Et donc, tout au long de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions, de réagir. Donc, n'hésitez pas à le faire via le chat. Mais avant de débuter, je souhaitais vous poser une toute première question, vous donner la possibilité de commencer à interagir. Et donc, cette question, c'est pour vous, c'est quoi une donnée? C'est quoi une data? Et pour ça, je vous laisse quelques secondes pour réagir dans le chat. Donc, information réutilisable, ouais, une information détaillée. Toutes les informations qui circulent dans l'entreprise, une matière première inexploitée, toute information utile, ok. De l'information numérique, on commence à préciser un peu le sujet. Ok, bah effectivement, on vous avait déjà posé cette question-là au moment de votre inscription et ce qui ressort est effectivement en lien avec ce que vous avez déjà pu répondre ces derniers jours ou ces dernières semaines. Ce que vous aviez répondu à l'époque, c'est effectivement que c'est une source d'information. Vous parliez également de diamant brut, donc quelque chose qui reste à travailler, à exploiter pour pouvoir en tirer un maximum de valeur. Vous parliez également de ressources et puis vous alliez un peu plus dans le détail en parlant également de CRM, donc d'outils de gestion de la relation client, de bases de données, et voilà, que c'était capital demain pour l'entreprise. Eh bien, la donnée, effectivement, c'est effectivement une information. Alors, j'ai essayé de trouver la définition la plus simple possible. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'une donnée, une data, c'est avant tout une information enregistrée qui doit pouvoir être utilisable par un programme informatique. Donc, information enregistrée, exploitable par un programme informatique. Et en fait, cette définition de la donnée se complète par des nouvelles notions qui apparaissent depuis de nombreuses années.
Notamment, je pense au big data, qu'on peut traduire par données massives. Et cette notion de big data, en fait, elle a été créée pour nous permettre de représenter le nombre considérable de données qui sont générées en permanence dans le monde. Pour illustrer ça, je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, il y a 188 millions de mails qui sont échangés chaque minute à travers le monde. Il y a également plus de 4,5 millions de vidéos qui sont visionnées chaque minute sur YouTube. Et donc, ces actions génèrent énormément d'informations. Par exemple, lorsque vous visionnez une vidéo sur YouTube, pour reprendre cet exemple-là, les informations qui vont être générées vont être liées à la fois à la vidéo que vous regardez, également à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, par exemple, et également l'appareil sur lequel l'appareil que vous utilisez pour visionner cette vidéo. Et donc tout ça, ça génère énormément d'informations, d'où la nécessité de créer une notion pour se les représenter, le big data. Et donc, pour pouvoir exploiter ces données, pour pouvoir les analyser, ces données massives, il y a une nouvelle discipline qui s'est développée, qui est la science des données, la data science, qui va nous permettre de pouvoir analyser ces données pour arriver à un résultat souhaité. Pour vous donner un exemple, la data science va me permettre aujourd'hui, si je souhaite aller d'un point A à un point B, en utilisant l'itinéraire le plus rapide, la data science ou la science des données va me permettre d'analyser à la fois l'état du trafic, les différents chemins possibles, les vitesses autorisées sur ces différents chemins pour me pousser le résultat le plus adapté par rapport à ma demande. Donc voilà pour la donnée, voilà pour le big data, voilà pour la science des données. Et pour aller encore plus loin, qu'est-ce que l'intelligence artificielle finalement? Eh ben, l'intelligence artificielle, c'est une technologie informatique qui va s'appuyer sur la science des données pour me permettre de résoudre des problèmes complexes qu'on aurait cru initialement réservés à l'intelligence humaine. Alors cette définition, elle n'est pas de moi, elle est de Cédric Villani, qui l'a donnée dans un MOOC que je vous conseille de regarder si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, qui a été publié par l'Institut Montaigne et qui est disponible sur Open Classrooms. Donc où il explique que l'IA peut se définir comme toute technologie informatique qui permet de résoudre des problèmes complexes qu'on aurait cru réserver à l'intelligence humaine en simulant des capacités humaines comme la perception et le raisonnement. Donc voilà pour ces premières définitions. Et donc, comme je vous le disais dans l'introduction de ce webinaire, je souhaitais vous faire un petit historique sur l'IA. Et pour moi, l'historique de l'IA débute avant tout dans la culture populaire. En général, ça a été avant tout abordé dans le domaine de la science-fiction durant de très nombreuses années où dans différentes œuvres, on prête des comportements humains à des humanoïdes. Je pense notamment à HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace qui pilote de manière autonome le vaisseau, ou à C3PO dans Star Wars, ou encore à Samantha dans le film Her, dont Joaquin Phoenix, le personnage principal, tombe amoureux. Et finalement, la toute première fois qu'on parle d'intelligence artificielle, alors que même ce terme n'existait pas encore, c'est en 1920 dans une pièce de théâtre qui a été écrite par un auteur tchécoslovaque qui s'appelle Karel Čapek, où dans cette pièce de théâtre, il met en scène un ingénieur qui fabrique des robots destinés à devenir des majordomes et à des ouvriers. Et un jour, cet ingénieur décide de doter ces robots d'émotions et d'intelligence. Et puis finalement, ces robots décident de se retourner contre leur concepteur et d'écraser l'humanité. Ça rappelle certainement d'autres films comme Terminator, par exemple. Et d'ailleurs, dans cette pièce de théâtre, c'est la toute première fois qu'on parle de robots, qui à l'origine signifiait corvée ou esclave en tchèque. Et alors, juste pour la petite anecdote, si vous souhaitez voir la pièce de théâtre, je ne sais pas si elle est encore diffusée ou si elle est encore disponible. En tout cas, dans cette pièce de théâtre, à la fin, deux des robots découvrent une nouvelle émotion et tombent amoureux. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on aborde finalement ce sujet de l'intelligence artificielle, même si la notion même n'existait pas encore. Donc voici un panel de ce qu'était jusqu'ici l'IA dans l'imaginaire collectif, soit le meilleur compagnon des humains, soit son pire ennemi. Dans le domaine de la science, c'est bien différent. Dans la réalité, c'est bien différent. Tout n'est pas allé aussi vite que dans la fiction et tout n'est pas aussi sombre que dans la fiction.
puisque la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est en 1950 avec Alan Turing, que vous devez certainement connaître, qui est un mathématicien britannique qui a publié un article dont l'objectif était de présenter comment on peut déterminer si une machine s'approche ou non de l'intelligence humaine. Et donc pour cela, il a développé un test qu'on appelle le test de Turing ou le jeu de l'imitation, qui mettait en scène un humain A, qui discutait à l'aveugle, donc par écrit, avec à la fois un humain B et un ordinateur. Et si l'humain A n'était pas capable de dire qui était l'humain de l'ordinateur, alors on considérait que le test était réussi. Et donc ce test, finalement, c'est les prémices de ce qu'on va appeler plus tard l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ce terme apparaît au milieu des années 50 lors d'une conférence scientifique. Et finalement, cette période, le milieu des années 50, ça rime avec le lancement des premières recherches scientifiques sur le sujet, où on tente de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain pour pouvoir l'appliquer pour pouvoir le transmettre à des machines. Et finalement, quelques années plus tard, à partir des années 60, ça se traduira par le développement des premières applications dans le domaine notamment des mathématiques, également de la linguistique, avec la création du premier traducteur automatique durant cette période. Et puis également la première machine qui réussit le test de Turing, qui s'appelle ELIZA, qui est finalement l'ancêtre de Siri, puisque c'était on va dire un robot conversationnel qui avait pour objectif de remplacer la fonction de psychothérapeute. Et donc Elisa échangeait avec des patients qui lui écrivaient, et à l'époque son rôle se limitait uniquement à relancer la discussion en posant des questions aux patients. Si par exemple le patient disait à Elisa je ne me sens pas bien, Elisa lui répondait pourquoi dites-vous que vous ne vous sentez pas bien? Et un petit détail intéressant sur Elisa, c'est que lorsqu'elle n'était pas capable de trouver une manière de relancer la discussion, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle répondait simplement « je comprends ». Certainement pour donner l'impression à la personne en face d'elle que Elisa arrivait à rentrer en empathie avec elle. Donc voilà là vous avez justement une illustration de Joseph Weizenbaum, le créateur d'Elisa et sa machine. Donc voilà les prémices dans les années 60. Et puis à la fin de ces années 60, on va rentrer dans ce qu'on appelle la période de l'hiver de l'IA, où finalement après l'émergence de différentes applications, on voit qu'il y a un effondrement du développement de ces technologies, notamment à cause en fait, il y a un manque d'avancée de ces applications, un manque d'avancée scientifique sur ce sujet, et finalement, les entreprises et les gouvernements décident de couper les budgets pour faire avancer ce domaine. Et puis finalement, on s'aperçoit 10 ans plus tard qu'il y a un nouveau rebond avec le développement d'applications experts, notamment dans le domaine de la finance, qui vont relancer un engouement autour de ce sujet. Et donc ça, on est sur la période du début des années 80, et c'est en même temps à cette période également qu'on va développer de plus en plus d'algorithmes d'apprentissage destinés à résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Durant cette période, c'est également là qu'il y a un fait marquant, en tout cas pour le grand public, sur l'histoire de l'IA. Ça intervient en 97, lorsque Garry Kasparov est battu par une intelligence artificielle Deep Blue. C'est un exemple bien connu, mais que je souhaitais quand même vous resituer pour voilà, bien comprendre où ça se situe dans le développement de l'IA dans le monde. Donc voilà, voilà jusqu'à la fin des années 90, et puis finalement c'est en début des années 2010 que le développement de technologies IA va connaître une très forte accélération. On peut expliquer ça par la croissance des puissances de calcul des ordinateurs et des capacités de stockage également, qui permettent justement de faire du big data dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du traitement d'un nombre très important de données. Et donc tout ceci nous permet aujourd'hui d'avoir d'énormes avancées dans différents domaines, qui ne sont pas que informatiques justement, mais dans plein d'autres domaines scientifiques tels que le domaine médical, où pour vous donner un exemple, en 2019, des chercheurs et des chercheuses du MIT ont développé une IA qui permet de détecter des cancers du sein jusqu'à 4 ans avant que ce soit visible sur une imagerie par un œil humain, ou dans d'autres domaines, par exemple comme la mobilité avec le développement des voitures autonomes qu'on voit pas encore sur nos routes françaises,
mais qui est un sujet sur lequel les entreprises avancent beaucoup. Donc pour compléter ça, je voulais également vous parler de quelques sujets d'IA dans le domaine, dans l'actualité, dans le monde du grand public, on va dire, enfin, dans le domaine à la fois des réseaux sociaux, de l'art. Donc je vais vous présenter tout ça, et puis derrière, je vais vous présenter des cas d'usage plutôt français de l'IA dans le domaine de l'entreprise. Et donc, pour commencer sur l'IA dans l'actualité, je voulais vous partager cet exemple d'IA qui a été, en fait, c'est lié à un challenge qui a été lancé par Facebook en 2020, où Facebook souhaitait lutter contre la diffusion de messages haineux sur son réseau social et voulait lutter contre l'émergence de ce qu'on appelle les hateful memes. Donc, vous avez des exemples dans l'image qui est à l'écran. Hateful meme, en fait, c'est la combinaison d'une image qui n'a rien de choquante avec un message qui en soi n'a rien de choquant, mais combiné ensemble crée un message haineux. Donc on voit sur l'image, par exemple, la photo d'un putois avec l'inscription j'aime la façon dont tu sens aujourd'hui, ou encore tout à droite la photo d'un désert avec inscrit regarde combien de personnes qui t'apprécient, qui t'aiment. Donc pour lutter contre ça, Facebook a lancé un challenge à qui il souhaitait pour développer une IA capable de détecter ces messages haineux, et aujourd'hui c'est possible sur Facebook. Un autre exemple d'IA dans l'actualité, c'est le projet The Next Rembrandt qui avait pour objectif d'entraîner une IA en lui faisant analyser 346 œuvres de Rembrandt pour créer une œuvre originale qui reprend le style et le coup de pinceau de l'artiste. Et donc, ça a créé la toile que vous voyez à gauche de l'écran. Et à droite de l'écran, ce que vous voyez, c'est une autre toile qui a été créée par une intelligence artificielle. Cette toile s'appelle Portrait d'Edmond Bellamy. Et donc, pour créer cette œuvre, le collectif Obvious a fait analyser près de 15 000 portraits à une IA et lui a demandé de créer sa propre œuvre, ce qu'elle a réalisé. Et pour la petite anecdote, l'offre que vous voyez à droite a été vendue il y a un peu plus de 2 ans, plus de 430 000 $ aux États-Unis. Voilà, donc l'IA finalement rentre dans des domaines qu'on n'imaginait pas forcément il y a quelques années, et notamment dans le domaine de l'art. Un autre sujet dans lequel on n'attend pas forcément l'IA, puisqu'on sait que 3,5% des émissions de CO2 dans le monde sont provoquées par le stockage des données, mais on s'aperçoit que l'IA a pourtant son rôle à jouer dans les enjeux environnementaux qu'on affronte actuellement, puisque ce que vous voyez, c'est une illustration du projet The Ocean Cleanup, qui utilise une intelligence artificielle qui s'appuie sur des images satellites pour pouvoir détecter des déchets plastiques en haute mer, et qui va envoyer ces informations à des bateaux qui vont pouvoir récupérer ces déchets grâce à une barrière flottante. Donc voilà quelques illustrations. Si vous le souhaitez, c'est le moment. Vous avez quelques secondes pour compléter le chat. Alors pour l'instant, on n'a rien dans le chat, Stéphane, mais Ouais. du coup, à l'inscription, certains ont partagé quelques exemples. Il y avait notamment un exemple donc d'une startup qui s'appelle DataVis, qui fait donc, comme son nom l'indique, beaucoup de data visualisation, donc visualiser la data pour pouvoir faciliter la prise de décision, l'analyse des données et des événements. Et il y avait également quelqu'un qui partageait que sur l'envoi des invitations au dernier salon Laval Virtual, l'intelligence artificielle avait été utilisée pour optimiser les campagnes mail. Oui, effectivement. Si je rebondis juste sur la data visualisation, on va voir un exemple d'ailleurs juste après sur les cas d'usage que je vais vous présenter, des cas d'usage français de l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à partager d'autres exemples que vous pouvez avoir, que vous développez peut-être d'ailleurs dans vos entreprises ou que vous avez intégrés dans vos entreprises. N'hésitez pas à les partager. On vous avait posé une autre question au moment de votre inscription, c'était comment vous vous situez par rapport justement à l'usage des données et à leur exploitation. Et donc, je vous présente ce petit graphique qui représente vos réponses. Alors, on voit que c'est un sujet important pour vous, puisque 16% d'entre vous tirent déjà le maximum de ces données et 43% ont en tout cas un projet
pour pouvoir demain exploiter au maximum les données. Donc on voit que c'est un enjeu très important. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'étude qu'on a menée l'année dernière. Les chiffres sont relativement proches par rapport aux entreprises qu'on avait pu enquêter. En tout cas, on constate qu'il y a des vrais questionnements, qu'il y a des projets qui sont mis en place et qu'on voit que c'est une source d'opportunités pour les entreprises et qu'elles souhaitent y aller de plus en plus dans l'avenir. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie de ce webinaire, durant laquelle je vais vous présenter donc différents cas d'usage de l'IA. Et pour ce premier cas d'usage, je voulais vous parler de suivi de production et de contrôle qualité. Et pour cela, je vais vous présenter deux entreprises qu'on a rencontrées l'année dernière au sein de LMT, puisqu'ils avaient participé à un concours qui s'appelle Industria, dont je pourrais vous reparler un peu plus tard au cours de ce webinaire. Et donc ces deux sociétés, c'est les entreprises Scortex et CTS. Donc Scortex, pardon, qui est une entreprise basée à Paris, qui est spécialiste en digitalisation du contrôle qualité. Et puis l'entreprise CTS, qui est basée dans le Jura, qui est spécialiste du traitement de surface et qui intervient notamment dans les secteurs de l'automobile et du luxe depuis un peu plus récemment. Et en fait, le métier de CTS, c'est de faire des applications sur différents supports, des applications telles que de la peinture, de la métallisation, du zingage, à la fois pour protéger les pièces qu'elles manipulent et en même temps pour leur apporter, pour les rendre un peu plus esthétiques. Et donc dans cet exemple, CTS souhaitait automatiser son contrôle qualité, et notamment pour une ligne de production bien précise, celle de pièces automobiles, en fait des boutons qui sont présents sur les clés de nos véhicules. La difficulté que CTS rencontrait à l'époque, c'était à la fois que le contrôle était très subjectif, ça demandait énormément d'années d'expérience pour pouvoir détecter les défauts des pièces. Alors quand je parle de défauts de pièces, c'est par exemple un défaut dans le relief ou un défaut de brillance de la pièce. Et donc ce savoir-faire était très difficile à transmettre au sein de l'entreprise pour les nouveaux arrivants. Et l'autre difficulté qu'avait CTS, c'est que il contrôle énormément de pièces tous les jours et que ces défauts sont de l'ordre du millième de centimètre. Donc très difficile à observer. Et finalement, grâce à cette collaboration entre Scortex et CTS, ils ont ensemble développé une application d'inspection capable justement de détecter ces défauts. Donc là, je vous mets justement l'exemple en bas à droite du bouton chromé présent sur les clés de véhicules. Et donc, pour mettre en place cette automatisation du contrôle qualité, ce qu'ils ont intégré sur la ligne de production de CTS, c'est des caméras d'inspection qui va inspecter les pièces et apporter des résultats en temps réel aux opérateurs et aux opératrices pour détecter tous les défauts. Et donc, pour ça, c'est près de 9 gigas d'informations qui sont traitées chaque seconde par la solution. Et ce qui permet finalement, au bout d'une journée, d'inspecter près de 50 000 pièces pour CTS. Donc tout ceci a permis à CTS de gagner forcément en niveau de qualité, de répondre mieux aux exigences de ses clients, mais également d'aller chercher de conquérir de nouveaux marchés. Je parlais du luxe notamment, c'est grâce à l'intégration de cette technologie que CTS a pu monter en puissance sur le marché du luxe. Ça leur a permis également forcément de se démarquer vis-à-vis de la concurrence en allant plus loin en termes de productivité et de niveau de qualité. Deuxième cas d'usage que je voulais vous présenter, c'est pour la prévention des risques. Et pour ce second exemple, je vais vous parler d'une entreprise un peu plus grosse, un peu plus connue, on va dire, qui est Bouygues TP, donc qui est spécialisée en aménagement du territoire et en construction d'infrastructures, qui, sur ces chantiers, a des risques de collision entre engins et opérateurs-opératrices très importants. Et lorsqu'un contact a lieu, lorsqu'une collision a lieu, les conséquences peuvent être très graves pour les personnes. Donc, ils ont sollicité Inodura pour développer une solution de prévention de ces collisions. Et donc, pour ça, ils ont équipé les engins de Bouygues TP de caméras qui sont finalement reliées à un écran
disponible sur le poste de contrôle du véhicule. Et cette solution, finalement, ce boîtier est équipé d'une solution IA de traitement d'image qui va identifier les opérateurs dans différentes situations. Peu importe leur posture, peu importe l'éclairage qui est proposé, peu importe la tenue de l'opérateur ou de l'opératrice, la solution va permettre de les identifier et de pousser une alerte auprès de la personne qui manipule l'engin. Et donc, cette solution a d'abord été en préétude au sein de Bouygues en 2019. Cette préétude s'est révélée fonctionnelle, apporter une réduction des risques sur les chantiers, et donc Bouygues a décidé d'intégrer cette solution plus largement au niveau de ses engins. Et donc finalement aujourd'hui c'est disponible sur l'ensemble de ces engins sur le site de Bourg-en-Valence. Sur le site de Bourg-en-Valence, notamment sur les opérations qui réclament énormément d'interaction entre des personnes et des machines. Donc je vois que Olivier nous parle également d'un autre exemple de tri de pommes pour une exigence visuelle en scrutant les couleurs. Effectivement, c'est aussi le cas. Je rebondis juste sur ce contrôle visuel. On a d'autres exemples, notamment pour faire du tri. Du tri de déchets. J'avais un autre exemple d'une entreprise qui, pour détecter différents déchets, c'était des sources lumineuses, type ampoule halogène, etc. Et pour pouvoir les différencier, la caméra était capable de détecter quel type d'ampoule il s'agissait et de pouvoir aller les trier au bon endroit, et là aussi pour pouvoir réduire la subjectivité de l'œil humain. Donc voilà pour ces exemples et cet exemple de prévention des risques. Là aussi, n'hésitez pas à rebondir et à m'apporter d'autres exemples en lien avec ce sujet. Le troisième cas d'usage que je voulais vous présenter, vous partager, c'est l'intelligence artificielle dans le domaine du marketing. Et donc pour ce troisième cas d'usage, je voulais vous parler de deux sociétés à nouveau, deux binômes d'entreprises qui sont CrossData, qui est une entreprise du Maine-et-Loire, et l'entreprise Hydrokit. Alors CrossData, c'est des spécialistes de l'intelligence artificielle, spécialistes de la science des données, notamment pour le domaine de l'efficacité commerciale et industrielle. Et l'entreprise Hydrokit, qui est une entreprise industrielle spécialisée en solutions hydrauliques. Et donc, dans cet exemple, CrossData et Hydraulique ont démarré des discussions, c'était en 2019, il me semble, où Hydrokit était ouverte à se dire comment l'intelligence artificielle peut m'aider demain sur tous les métiers de l'entreprise, que ce soit pour le domaine de la production, mais aussi pour le domaine plus commercial ou marketing. Et puis finalement, en analysant le métier et le quotidien de l'entreprise, CrossData a poussé à Hydrokit 11 cas d'usage sur lesquels l'intelligence artificielle pouvait avoir un impact positif. Et donc ces 11 cas d'usage ont été regroupés dans 3 grands projets relatifs à la fois aux clients, au marché et aux produits proposés par l'entreprise. Et donc ils ont travaillé en mode projet où chacun de ces projets devait avoir une durée maximale pour arriver à terme. Et donc si je détaille ces différents projets, le premier projet, il concerne la stratégie commerciale de l'entreprise. L'objectif, finalement, c'était de développer un outil de segmentation qui permettait pour les équipes commerciales d'Hydrokit d'identifier les prospects les plus intéressants à contacter. Et ceci selon différents critères, à la fois par rapport à la base de données clients de l'entreprise, à la date à laquelle le dernier achat a été réalisé, à la fréquence d'achat, au montant des achats qui ont été réalisés, et ça a été couplé à d'autres critères comme les tendances actuelles. Donc ils ont également été chercher des informations extérieures disponibles en données ouvertes, en open data. Et ils ont croisé ces choses-là, ces critères-là, pour pouvoir proposer à Hydrokit cet outil de segmentation qu'Hydrokit utilise actuellement. Le deuxième projet sur lequel CrossData et Hydrokit ont travaillé ensemble, donc il s'intitule Analyse des caractéristiques du marché et recommandations. Ce projet, il avait pour objectif de permettre à Hydrokit d'identifier des marchés, des zones à fort potentiel d'implantation, sur lequel potentiellement
ils auraient un bassin de clients potentiel très important. Et donc, je parlais de data visualisation juste avant, et justement, ils utilisaient des outils de data visualisation pour faciliter la prise de décision et donc de déterminer où s'implanter demain. Sur quelle zone le chiffre d'affaires potentiel serait le plus important. Donc là encore, c'est un projet qui a vu le jour et qui est aujourd'hui intégré par HydroKit. Et le troisième projet, c'est lié au couple produit vers client, c'est-à-dire que HydroKit souhaitait développer les ventes additionnelles auprès de ses clients et donc de déterminer quel produit pousser à son client si ce même client ou cette même cliente avait acheté tel autre produit quelques semaines ou quelques mois auparavant. Et donc pour ça, ils ont développé aussi cet outil qui permet aujourd'hui à HydroKit d'augmenter son chiffre d'affaires grâce à de la vente additionnelle. Donc c'était un projet assez original quelque part, puisque alors qu'HydroKit est une entreprise purement industrielle, on aurait pu imaginer que les solutions proposées par CrossData auraient concerné uniquement la production. Eh bien pas du tout, on s'aperçoit que pour les entreprises industrielles, le domaine marketing peut également être adressé par l'IA et qu'il y a des forts leviers de développement grâce à ça pour les entreprises. Donc voilà les retombées qui sont affichées à l'écran dont je vous parlais juste avant, et ces retombées ont notamment également permis à l'entreprise de réduire ce qu'on appelle l'attrition, c'est-à-dire le churn, le risque de départ des clients. Donc anticiper un départ client en reprenant contact avec lui, en lui poussant le produit dont il va avoir besoin avant même qu'il fasse la demande, etc. Un quatrième cas d'usage dont je souhaitais vous parler, c'est pour l'optimisation des tournées. Donc c'est l'intelligence artificielle dans le domaine du transport routier et de la logistique. Alors là, c'est deux entreprises qui sont plutôt basées dans l'est de la France, donc les entreprises Néovision et Transarc. Alors, l'entreprise Néovision, c'est une entreprise donc spécialiste en intelligence artificielle qui doit avoir, oui, c'est indiqué, donc 26 salariés, et l'entreprise Transarc, qui est une entreprise qui a près de 700 autocars, qui a 16 dépôts et qui est spécialisée en transport routier de personnes. Et ils sont basés plutôt dans l'est de la France, pardon. Transarc avait une problématique, c'est que l'entreprise souhaitait réduire ses trajets à vide, les trajets qu'on appelle haul-pied, c'est-à-dire les trajets durant lesquels la personne qui pilote l'autocar est tout seul dans l'autocar et n'a pas de client à l'intérieur ou de cliente. Puisqu'en fait, 1 kilomètre parcouru par un autocar, on estime que c'est environ 1 euro dépensé par l'entreprise en termes de personnel, d'usure, de taxes, etc. Donc, il y avait un enjeu énorme en termes d'économie pour l'entreprise. L'autre enjeu, c'était également pour simplement optimiser ces trajets et donc de pouvoir potentiellement en faire plus. Et donc la solution qui a été développée entre Néovision et Transarc, c'est une application web qui est disponible pour l'entreprise Transarc, qui permet notamment d'échanger des affectations tournées conducteurs afin d'optimiser les trajets, donc qu'un conducteur ou qu'une conductrice puisse faire moins de trajets à vide. Et finalement, la retombée pour Transarc, elle a été très rapide et très importante, puisque le retour sur investissement de ce projet, il a été atteint au bout de seulement 3 mois. Et il a permis à l'entreprise de faire un bénéfice d'environ 200 000 km par an, et soit finalement environ 200 000 euros par an d'économie pour l'entreprise. Et forcément, ça a permis également à l'entreprise de réduire ses émissions de CO2. Donc là encore, on voit que l'intelligence artificielle peut avoir un vrai impact pour les entreprises de ce secteur-là qui, historiquement, il y a encore quelques années, avaient tendance à travailler avec des fichiers Excel et d'attribuer tel trajet à tel conducteur ou telle conductrice et tel échange à tel endroit pour déposer l'autocar à tel dépôt, et qui demandaient un savoir-faire très important et énormément d'années d'expérience, et avec un risque forcément d'erreur possible. Et grâce à cette intégration d'IA, la société Transarc a pu faire toutes ces économies et aujourd'hui peut gagner en performance et donc être
plus compétitif aussi sur ces marchés. Le dernier cas d'usage dont je voulais vous parler, c'est de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'analyse documentaire. Pour ce dernier cas, je vais accueillir un témoin, Étienne Vazzoleretto. Bienvenue Étienne. Donc, Étienne, donc tu es directeur marketing du groupe Jouve. Alors juste avant de te laisser la parole, en quelques mots pour décrire l'activité de Jouve, donc qui est une entreprise mayonnaise qui a bientôt 120 ans. Dans 2 ans, Jouve fêtera ses 120 ans. À l'origine, donc c'était une entreprise qui est bien connue sur notre territoire. C'était une imprimerie. Mais depuis de nombreuses années, l'entreprise s'est spécialisée dans l'accompagnement à la transformation digitale des entreprises et l'accompagnement et à la dématérialisation de documents. Et donc pour ça, elle accompagne notamment des grandes entreprises françaises et internationales. Elle accompagne les plus grandes banques françaises et également différents gouvernements. Et puis un petit mot d'actualité, et puis pour faire féliciter Jouve, il y a quelques semaines, on a appris que Jouve avait décroché un contrat très important aux États-Unis qui lui permet aujourd'hui de devenir le leader mondial du traitement des brevets. Voilà. Et donc juste avant de te laisser à nouveau la parole, Étienne, je vais présenter brièvement le projet dont on va parler. Qui concerne donc de l'analyse documentaire comme je le disais juste avant. Et donc la solution que vous avez développée, c'est une solution de reconnaissance d'images qui vise à automatiser la lecture et l'extraction d'informations dans des pièces justificatives telles que des cartes d'identité par exemple ou des passeports. Et donc votre solution permet de vérifier la conformité de des informations qui sont indiquées, notamment en les croisant avec d'autres bases documentaires que vous pouvez avoir, donc en croisant ces différentes informations. Mais cette solution permet aussi tout simplement de faire gagner du temps dans la gestion de ces pièces justificatives. Donc voilà Étienne, je te laisse enchaîner en nous détaillant un peu plus en détail ce projet, à la fois comment il est né et puis quelles sont les retombées aujourd'hui. Merci, oui, écoute, tout ce que tu as raconté sur Jouve est exact, même sa date de création, 1903, pour aller parler de data et d'IA, ça paraît un peu anachronique, mais effectivement, on n'a pas fait d'IA dès le début, hein, c'est imprimeur. Et donc aujourd'hui, nous, notre secteur d'activité, c'est bien la data, puisque nos clients, ils ont voilà, beaucoup de différents processus à gérer, dont des processus documentaires. Ils vont manipuler beaucoup de documents. Le document, en fait, ça peut être vu comme une image également, c'est de la donnée non structurée, hein, pas du tout structurée. Si je prends une photo, je prends en photo mon relevé de compte, je reprends en photo ma pièce d'identité, on a parlé, ça devient une image et il faut l'interpréter. Donc, c'est bien sur ces aspects-là qu'on a développé beaucoup de savoir-faire et de compétences sur l'intelligence artificielle. Alors, tu as fait tout un historique hyper intéressant, on voit que ça remonte aux années 50. On va dire qu'au tournant des années 2000, il voit qu'il y a un gros changement et l'IA, ce que ça a changé concrètement, c'est un moyen de développement complètement différent. Okay, on était avant sur un modèle if, then, hein, si, ça, alors je fais ça, en termes de codage informatique. Et si on essaye de coder, reconnaître un document pour que ce soit une pièce d'identité, je vais être en mode linéaire, comme ça, je vais être finalement assez vite limité, ça va être assez compliqué. Enfin, je vais pouvoir le faire, mais ça va être relativement compliqué. Alors, il faut une pièce d'identité, elle fait à peu près cette taille, il y a un peu de bleu, parfois il y a une photo, parfois on va pouvoir le décrire linéairement, mais en fait, on se rend compte que c'est pas du tout efficace et complexe à partir du moment où on va multiplier le nombre de documents. Aujourd'hui, Jouve, on gère plus de 400 millions de documents chaque année sur nos plateformes. C'est protéiforme, c'est tout type de documents dans différents secteurs d'activité. Et donc, ce qu'a apporté l'intelligence artificielle finalement dans nos métiers et qu'il apporte dans n'importe quel métier aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un seul secteur, un seul métier qui est épargné. On a vu plein de use cases et il y en a beaucoup d'autres. C'est vraiment un nouveau moyen de concevoir son outil et son développement. Donc,
plutôt que d'avoir une séquence très linéaire, if then else, classique du monde du développement, on est passé sur un mode de réseau d'agents. Hein. Je n'ai pas cité le nom, mais en fait, l'intelligence artificielle, elle est vraiment basée sur ce réseau neuronal, réseau d'agents neuronaux, qui est vraiment la grande révolution, en fait. Donc, aujourd'hui, il y a très bien outillé, n'importe quelle entreprise peut se servir de cette approche-là, et on va parler de machine learning. Okay, la première étape, finalement, c'était de créer un réseau d'agents. Et on peut l'alimenter, ce réseau d'agents, mais ça devient aussi compliqué. En fait, l'IA, c'est un truc, c'est pour les développeurs feignants, hein, on va dire. Hein. On a créé plein d'algorithmes qui permettent d'aller faire du codage presque automatique. Alors, les développeurs vont râler si je dis ça, mais c'est bien ça. Quand le concept devient trop compliqué à coder, on va faire du machine learning. On va lui dire, bah, je vais te filer plein d'images, de cartes d'identité, et puis toi, tu vas trouver finalement l'algorithme qui va faire que tu vas les reconnaître à coup sûr. Alors, on les a vues, toutes ces vidéos sur comment on reconnaît c'est un chat, c'est pas un chat. Donc, un gros secteur de l'IA était sur l'apprentissage des images et la reconnaissance d'images. Donc, c'est bien ça que Joove utilise aujourd'hui. Comme on a des algorithmes qui savent reconnaître des chats, nous, on a des algorithmes qui savent reconnaître différentes typologies de documents. On arrive à des taux extrêmement bons, finalement, et c'est bien un des leviers du digital, c'est de la recherche d'automatisme. Donc aujourd'hui, on a des systèmes relativement automatiques pour traiter ça, puisque les enjeux de nos clients, par exemple, une banque qui cherche à ouvrir, à ce que ses clients ouvrent un compte en ligne, on n'a que quelques minutes, donc en fait, nos processus, on doit être capable d'aller reconnaître un document et d'en extraire les données en quelques secondes, et finalement, on peut avoir voilà, l'optimisation liée à l'intelligence artificielle nous permet de le faire donc, en moyenne en 7 secondes. Donc au niveau du nombre de documents qu'on va traiter en temps réel, comme ça, on parle de à peu près 25 millions de documents par an. Ça va être des pièces d'identité, des passeports, voilà, différents documents qui sont utilisés comme pièces justificatives par les banques, les télécoms, à peu près toute typologie d'entreprise. Alors, on parle pas d'intelligence humaine, hein, c'est vraiment de l'accompagnement à l'humain, puisque l'intelligence artificielle ou on va dire les automatismes au sens large, ça marche très bien, mais c'est jamais du 100%. Okay, on n'atteindra jamais le 100%. Donc, il y a également pour nous bien des personnes qui vont pouvoir apporter une garantie humaine à la décision. Des décisions relativement simples sur des cartes d'identité ou enfin, avec peu d'impact, est-ce que j'ai bien lu ou mal lu le nom, on peut aller derrière des algorithmes qui ont beaucoup plus d'impact, notamment dans la santé. J'ouvre également présent dans la santé. La garantie humaine, finalement, la sécurisation par un humain de l'algorithme d'intelligence artificielle est inscrite maintenant dans la loi. Et je pense que c'est très important également de pouvoir garantir le traitement qui a été réalisé par l'intelligence artificielle sur la durée et de pouvoir apporter une garantie humaine qui vient confirmer, valider qu'il n'y a pas eu de déviation dans l'algorithme. Parce que l'algorithme, il peut être, dans certains cas, auto-apprenant. Donc, derrière le machine learning, on va parler de deep learning aujourd'hui. Le deep learning, c'est toujours le même principe de réseau d'agents. Hein. On n'est plus linéaire, on est réseau d'agents, mais profond. C'est-à-dire que je peux avoir des réseaux d'agents, de réseaux d'agents. Et là, je ne peux plus me plonger dans le code. Je ne peux plus. Ça devient une vraie boîte noire et qui peut évoluer au fil du temps pour s'optimiser en permanence. Okay, donc, on a des outils, des algorithmes finalement auto-apprenants qui se perfectionnent, qui deviennent toujours meilleurs, puisqu'on va avoir ce système de réseau d'agents convolutif, c'est-à-dire que je vais refaire une première génération et puis on va regarder ce qu'elle apporte comme résultat.
je vais faire varier un petit peu quelques paramètres, je vais garder le meilleur, et on est vraiment dans du darwinisme très puissant où on va toujours garder le meilleur, et à la fin, j'ai un algorithme que je ne maîtrise pas. Alors, c'est ce qui fait peur dans la science-fiction, etc., sachant que à la base, on est assez loin de l'humain, on est assez loin de... Voilà, on reste sur un monde relativement bien cadré, bien normé, un algorithme qui fait une chose précise. Voilà. Mais est-ce qu'il me reste quelques minutes ou je suis trop bavard? Non, tu peux continuer Je peux continuer un petit peu parce que alors j'ai un exemple moi qui est amusant mais qui est en partie lié à Jouvre mais pas que sur ces algorithmes un peu auto-apprenants, et on va parler de réseaux d'agents profonds qui vont pouvoir finalement s'améliorer au fil du temps. Alors Jouvre, dans un de ces projets, on travaille pour l'Office des publications, c'est un office européen qui publie un certain nombre de choses de l'Union européenne, entre autres les appels d'offres. Okay, donc, les systèmes, le TED, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est les appels d'offres publics qui sont finalement publiés au niveau européen. Donc, c'est Jouvre qui gère ce projet de publication de ces appels d'offres. Il y en a beaucoup chaque jour, plusieurs milliers. Et une des particularités, c'est que ils sont adressés à tous les pays de l'Union européenne, donc en 24 langues. Nous, on se charge de la traduction et la publication de tous ces éléments. Alors, la traduction, elle utilise aussi l'intelligence artificielle. Hein. Tous utiliser Google Translate, on voit que ça marche bien, ça marche de mieux en mieux, et on va dire en partie grâce à Joule, on va dire, puisque c'est une des sources de contenu qui est utilisée pour faire apprendre les algorithmes. C'est ces dizaines de milliers de documents qui sont publiés chaque jour dans 24 langues. Ça permet d'alimenter et de faire apprendre à des machines. Alors ces machines, en deep learning, ce qui a été intéressant de voir, donc ça, tu parlais de Facebook. Facebook a beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur son lab, qui est d'ailleurs à Paris, hein, là dans l'intelligence artificielle. Ils ont pris ces données de Joule en 24 langues, et puis ils ont laissé tourner les algorithmes pour voir ce qui se passait et comment les améliorer. Et là, il y a des décisions qui ne sont pas pilotées par le développeur lui-même et qui sont un petit peu le système qui essaye de s'améliorer automatiquement. Pour s'améliorer automatiquement, en fait, l'algorithme a créé une langue pivot, ce qui paraît assez conceptuellement logique. Je vais prendre un texte en français, je dois le traduire en polonais ou bien en allemand ou alors en italien. Je vais créer une langue pivot au milieu, comme ça je vais pouvoir permuter d'une langue à l'autre, etc. Et on voit bien que cette langue pivot, c'est une langue informatique. Elle n'existe pas, personne ne la parle forcément, parce qu'elle a été inventée par l'algorithme lui-même. Donc on voit que la puissance, finalement, quand on laisse tourner un algorithme, il lui faut beaucoup de données pour apprendre. C'est très empirique, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que on va regarder les résultats, on va optimiser l'algorithme et les paramétrages en fonction du résultat. Donc on est vraiment sur un mode très, très empirique où si je devais tous essayer tout ça un par un, etc., j'y passerais ma vie, plusieurs vies. Et c'est bien la puissance de calcul aujourd'hui qui est disponible qui permet d'avoir des modèles d'apprentissage comme ça en deep learning très puissants. Alors on peut dire, voilà, l'ordinateur a créé une langue toute seule. Est-ce que je dois avoir peur de ça? Oui, non. Voilà. Moi, je pense pas. On reste quand même assez éloigné de la science-fiction, mais avec finalement des comportements relativement autonomes de la machine pour arriver au meilleur résultat avec l'exercice qu'on lui a confié. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, donc il y a des nouvelles notions qui sont apparues dans ton discours. Donc effectivement, le deep learning qui est finalement un sous-ensemble du machine learning, qui est lui-même un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Donc finalement, tout ça fonctionne un peu comme des poupées russes. Donc merci d'avoir défini rapidement voilà ce qu'étaient ces termes.
On arrive, il est bientôt midi, donc je vais juste vous laisser quelques minutes si vous avez des questions, notamment pour Étienne ou pour moi, c'est le moment. On a une première question. Ouais. On a Carline qui nous demande, voilà, l'intelligence artificielle se développe dans les différentes entreprises pour différents usages. Est-ce que du coup on a des chiffres sur le nombre d'emplois potentiels que ça supprime, ou est-ce que ça en crée, est-ce que ça modifie, est-ce que tu as une petite info à nous donner là-dessus? Alors simplement pour reprendre l'exemple de Jouve, à la limite, Étienne, tu me corriges si je me trompe, mais les technologies que Jouve a développées lui permettent de conquérir des nouveaux marchés et finalement de créer des nouveaux emplois. Là, dernièrement, je parlais de l'exemple du contrat obtenu aux États-Unis. Ça va permettre à Jouve de doubler ses effectifs. Et quand on dit doubler, ça représente 1500 emplois à travers le monde. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et finalement, l'IA, alors j'ai donné des exemples sur la réduction de la subjectivité qui est liée à l'œil humain, par exemple, dans les cas d'usage que j'ai présentés, où des activités se faisaient à la base par des personnes, et où finalement l'IA vient apporter un support, un soutien à ces personnes plutôt que de remplacer la personne. D'ailleurs, il y a un comité mondial qui est en train de se monter, qui rassemble à la fois des philosophes, des chercheurs, des membres de la société civile, des politiques, qui vise justement à encadrer tout ça pour que l'émergence de ces technologies-là n'ait pas un impact négatif sur certaines parties de la population. Que ce soit en Oui, matière. c'est une crainte dont on entend souvent parler, de dire bah, les robots, les machines vont remplacer les êtres humains sur leurs tâches. Mais ce que beaucoup disent aussi, c'est que ça va plutôt transformer les métiers plutôt que de les supprimer. On travaillera différemment. C'est peut-être plutôt sur Ouais, l'outillage des humains que sur le remplacement complètement des humains sur les oui, tâches. effectivement. Et l'intelligence artificielle, on parle d'intelligence, mais finalement, remplacera jamais l'intelligence humaine. Une intelligence, alors même si on arrive à des algorithmes qui sont capables de résoudre des problèmes de plus en plus complexes, aujourd'hui, ça reste des tâches des tâches accomplies qui permettent justement, comme tu dis, à transformer les métiers et à réorienter les compétences vers des domaines où la valeur de l'intelligence humaine a encore plus d'importance, on va dire. Donc c'est plutôt, effectivement, ça va forcément transformer certains métiers, mais l'objectif c'est d'apporter vraiment un support plutôt que de supprimer des emplois. Étienne, si tu souhaites compléter, n'hésite pas. Je confirme, et en fait, voilà, on a des métiers différents pour faire tourner l'IA, etc. On a des compétences différentes. Alors, effectivement, peut remplacer des emplois qui seraient très d'opérateurs, très répétitifs, etc. Et on voit que les grandes entreprises essayent justement de remplacer ces tâches répétitives qui sont usantes, et ça fait partie de la qualité de vie au travail. Que d'accompagner et d'avoir des outils d'intelligence artificielle ou autre qui permettent d'automatiser plus, et c'est vraiment un support à l'humain. Donc aujourd'hui, je pense que globalement, il n'y a pas de destruction d'emplois, il y a un mouvement vers de différents emplois. Il y a plein de métiers qui n'existaient pas, hein, les data scientists, les data analysts, enfin, on en cherche, nous, si on connaissait, on recrute énormément, comme tu l'as dit. Je pense qu'il y a énormément de nouveaux métiers qui prennent en compte voilà, les qualités de l'humain dans sa créativité, dans plein d'aspects où la machine est bien nulle. Et par contre, voilà, il y a des choses qui sont peu intéressantes à faire quand on est un humain, et bien c'est cool, on aura pu les faire. Autre crainte que l'on entend souvent autour de l'IA, donc en plus de finalement, on se dit voilà, ça va remplacer des êtres humains. Il y a aussi la question des biais, et donc c'est Marie-Pierre qui nous partage un article sur le sujet. C'est un sujet important de comment est-ce qu'on entraîne les algorithmes, comment est-ce qu'on entraîne l'intelligence artificielle pour qu'elle
pour qu'elle n'ait pas de biais sur ses résultats. C'est un peu l'exemple qui était sorti il y a quelques années. Il y avait un robot qui avait été lancé sur Twitter et en à peine 2 heures, il était devenu fasciste, raciste et misogyne. Donc, il y a toute cette question de voilà, finalement, l'éthique que l'on met sur l'entraînement des machines. C'est bien là qu'il faut toute l'intelligence humaine pour choisir sa donnée. Donc, on a le sujet aujourd'hui, c'était la data. On a parlé beaucoup d'IA. Bon, les deux s'alimentent. Il faut de la data pour entraîner son IA et cette IA elle génère de la donnée, je reboucle, etc. Mais c'est effectivement le choix du set de données initial, il est crucial, et notamment vis-à-vis des biais ou vis-à-vis de la performance de toute façon du système. Je pense que c'est un point d'éthique important. Je parlais de garantie humaine, hein, qui est dans le monde de la santé, qui est inscrit. Donc, il y a pas mal de devices qui utilisent de l'IA dans la santé, qui est pas vérifier qu'il n'y ait pas de changement au fil du temps sur les décisions qui peuvent être prises par l'IA, mais niveau éthique, niveau biais, niveau voilà, des algorithmes, je pense que c'est un rôle important. C'est un nouveau métier d'ailleurs, pour le coup, qui se crée. Comme dit Anne, effectivement, l'IA, c'est un choix de société. Donc, je parlais de ce groupe mondial qui est en train de se monter. Et pour compléter ce qu'on disait juste avant, pour donner un autre exemple où on a vu tous les questionnements éthiques que ça provoquait, c'était par exemple l'émergence où l'armée américaine travaillait sur des robots tueurs autonomes qui se basaient sur des technologies d'intelligence artificielle, et où Tara Lyons, qui est l'ancienne conseillère de Barack Obama sur ces questions-là, a levé le bouclier en disant on ne peut pas laisser ce type de responsabilité à une IA, d'où l'importance de monter un groupe de réflexion au niveau mondial qui va pouvoir fixer des règles dans lesquelles l'IA pourra se développer. Et donc là, voilà, les législateurs sont en train de statuer là-dessus. Mais c'est effectivement important, quoi qu'il arrive, de challenger, de réfléchir à ça et à ses limites pour pouvoir l'encadrer sans que ça ait des effets néfastes sur une partie des populations, sur une partie des métiers, etc. En tout cas, il y a un bénéfice énorme pour toutes les entreprises dans leur design de produits, l'acquisition client, etc. Après, il y a plein d'usages d'IA hyper intéressants, importants pour l'entreprise digitale et pour finalement faire que nos entreprises sont plus fortes et plus efficaces. Donc, et effectivement, avant d'armer l'IA, il y a plein de choses à faire. On est parti dans des exemples un peu extrêmes, mais effectivement, l'IA est forcément une source d'opportunités incroyable pour les entreprises. Il y a des choses incroyables à faire avec, un peu des potentiels de développement qui peuvent être apportés aux entreprises grâce à cette technologie. Très bien. Et puis donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent pour votre entreprise, pour vos projets, donc vous avez les coordonnées de Stéphane sur le slide, donc n'hésitez pas à le contacter. Puis je vous les réenverrai par mail dans la journée. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si c'est un sujet qui vous intéresse. On peut vous aiguiller là-dessus. Merci beaucoup Étienne, merci beaucoup Stéphane pour ce webinaire. J'espère que ça a plu à tout le monde. On vous souhaite une très bonne journée et puis on se donne rendez-vous le 14 octobre pour le webinaire sur l'IA et le marketing.